Bonjour à tous, c'est Pierre-Alexandre pour Technoïd et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui, on va parler du Galaxy Note 9. Pour faire simple, le Note 9 est une amélioration du Note 8, que ce soit logique ou que ce soit moins logique. Il n'y a pas de changement fondamental, on est toujours sur le même design, avec à peu près la même taille d'écran, avec toujours ce stylet qui est présent, mais il y a plein de petites améliorations. On peut déjà parler de la batterie qui passe de 3300 à 4000 mAh pour améliorer l'autonomie, et c'était une chose attendue depuis très longtemps. Vous avez aussi le lecteur d'empreintes qui est enfin mis au bon endroit. Il était temps. Le Note 8 étant très mal placé, pour le coup c'est plutôt bien de l'avoir au bon endroit. Par contre ça manque peut-être un petit peu de design, on y reviendra. Vous avez un capteur photo qui est un poil meilleur aussi, pour le principal. C'est ça en termes d'amélioration. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ensuite? Globalement après ça va être la même chose. Ça va être des petites améliorations. On a aussi le côté Bluetooth du stylet qui va permettre de l'utiliser à distance, notamment pour les photos. Et vous avez le Note 9. Après, il y a le processeur, mais globalement, c'est ça. Pour ceux qui ont déjà un Note 8, l'intérêt d'y changer, il n'y a pas réellement d'intérêt. À part si vous voulez absolument de meilleure autonomie, mais sinon, il n'y a pas réellement de gros intérêt à changer. Mais ce qui est sympa avec ce smartphone, c'est que déjà que je trouvais que le Note 8 était vraiment très bon, et on pouvait lui reprocher l'autonomie qui était un peu moyenne, et que pour un si gros smartphone, et surtout pour la gamme Note, on aurait pu faire mieux. Ici, il comble ce problème. Donc, ce qui fait que ça va être très intéressant et c'est un smartphone qui, pour faire simple, je l'apprécie énormément. Et vous allez comprendre pourquoi dans ce test. Il y a peu de choses à redire et surtout, il y a beaucoup de choses à dire de positif. Et pour une chaîne qui a tendance à être exigeante, ça va faire plaisir parce que c'est plutôt rare. Et comme le 8X, il va être beaucoup apprécié dans ce test, beaucoup de points positifs. Au niveau du design, rien ne changera réellement sur ce Note 9, on va quand même faire le tour du propriétaire. Donc déjà de face, nous n'avons pas de menton, ce qui est déjà une chose vraiment très appréciable, puisque c'est un peu une des choses qu'on peut reprocher, en tout cas que je reproche à beaucoup de téléphones. Donc ce qui fait qu'on aura en haut le capteur d'iris avec capteur de proximité, le haut-parleur ici qui va servir aussi pour le double haut-parleur, le capteur photo pour les selfies. En bas vous n'aurez rien mais un menton assez petit. Donc, par exemple, en comparaison du Honor Play, voilà ce que ça peut donner. Donc, il est plutôt petit sans être non plus minuscule, mais ça reste assez design. D'ailleurs, il est un petit peu plus petit, c'est-à-dire que l'écran n'est pas centré. Il est un peu plus petit que la partie haute. Alors, pour essayer de vous montrer ça, on va essayer peut-être, je sais pas ce qui pourrait bien le montrer. D'ailleurs, voilà. Donc, pour ceux qui regardez, vous pouvez voir que le menton ici est plus petit que le menton en haut. Vous avez donc cette partie-là. En dessous, nous avons droit à un jack toujours présent, le port USB type C, le haut-parleur, micro principal, ici bien évidemment, hop, le stylet qu'on va sortir tout de suite, qui est sur la version bleue en jaune, avec toujours son même bouton. Et vous avez, alors dans la boîte d'ailleurs, vous avez en fait des petites mines que vous pouvez changer. Hop, ensuite... Donc, vous avez droit bien sûr à Samsung qui est présent ici, le capteur d'empreinte qui s'est déplacé du côté A en dessous. Vous avez le capteur cardiaque ici avec capteur laser, etc. Le flash, vous avez l'appareil photo principal ici avec son double ouverture 1.5 et 2.4. Et le deuxième capteur photo qui est un zoom x2 et c'est le même que le Note 8. Ensuite, globalement, voilà un petit peu. Sur les côtés, vous avez le bouton Bixby à gauche qui ne sert strictement à rien. Et le bouton volume. À droite, le bouton power. En haut, vous avez ici le tiroir SIM qui vous permettra de mettre soit deux SIM, soit une SIM et une carte SD. Et le micro secondaire donc pour la réduction de bruit.
Un design que je trouve fort appréciable, il est un peu lourd puisqu'il pèse un petit peu plus de 200 grammes, ce qui est quand même déjà beaucoup. C'est quelque chose qu'on avait déjà un petit peu ce problème-là. Mais forcément, avec un smartphone aussi gros, et en plus de ça, avec une batterie de 4000 mAh, il ne pouvait pas ne pas être léger. Donc ce qui fait que voilà, on est à plus de 200 grammes. Ça fait un peu lourd dans la main, ce qui fait que c'est un peu l'une de ces petites particularités un petit peu mauvaises. Mais forcément, la plupart des grands écrans sont forcément lourds. C'est d'ailleurs l'un des plus légers. On a toujours ce côté courbé au niveau de l'écran, qu'on a aussi au dos. Et on a une petite amélioration, on a cette partie donc en... Alors pour le coup, en fait, la tranche maintenant, elle est mate. Ce que j'apprécie, c'est assez agréable. Et globalement, la prise en main est plutôt bonne. Par contre, alors la petite chose quand même, c'est que la tranche en métal ressort un petit peu. Alors je pense que ça va protéger un peu les vitres. Forcément, ça va être un peu fragile. Mais elle ressort un petit peu, ce qui fait qu'on n'a pas une prise en main bien lisse, entre guillemets. On va le sentir un petit peu. Par contre, c'est plutôt plat, et ce qui fait que c'est agréable en main. C'est plat et c'est un petit peu courbé de chaque côté, ce qui fait que c'est à la fois plat et arrondi. Donc on le sent bien en main quand on l'a, ce qui est rassurant. À l'utilisation d'ailleurs, j'ai pas eu de soucis sur le côté incurvé de l'écran. Ça n'a pas posé problème, donc c'est-à-dire que ça a été très bien géré par Samsung. Je crois pas que j'avais dit que c'était aussi bien sur le Note 8. J'avais dû avoir quelques petits soucis que là, je n'avais pas. Donc ce qui fait que déjà, c'est une bonne chose. Pas grand-chose à dire de plus sur le design. Pour le lecteur d'empreintes, il est plutôt bien placé. Il est peut-être un poil haut, je dirais quand même, un peu haut. Mais il est plutôt bien placé, il est atteignable en faisant un petit peu de gymnastique, mais ça reste correct. Par contre, son plus gros souci, tant qu'à en parler, c'est surtout qu'il est un peu lent. Ça va être, je pense, et pour moi, c'est vraiment ça, son plus gros défaut, c'est qu'il est un peu lent par rapport aux autres smartphones qui ont tendance à avoir un côté un peu immédiat. Ici, on peut le voir, il n'est pas immédiat. Il est un peu plus long. Là où, par exemple, les Huawei sont vraiment très bien de ce point de vue-là, celui-là ne l'est pas. Aussi pour la reconnaissance faciale aussi, il est un peu lent aussi. Et c'est vraiment les deux choses qui resteraient à travailler, et je pense que ça peut être travaillé de façon logicielle. Alors à savoir que en plus de ça, on peut choisir si ça peut être plus rapide ou non. Mais est-ce que ça peut être travaillé de façon logicielle pour que ce soit plus rapide, tout en restant aussi sécurisé, ce serait la question. Après justement, ça peut être la question, est-ce que c'est plus lent justement parce que c'est plus sécurisé, ou est-ce que, au contraire, ils sont juste plus lents? Ça peut être la vraie question à se poser. C'est pour moi, en fait, au final, c'est le plus gros défaut. C'est que le lecteur d'empreinte et la reconnaissance faciale, ou iris. Alors, iris, je peux pas l'utiliser parce que j'ai des lunettes, mais reconnaissance faciale, c'est lent, en fait. Et c'est son plus gros souci. La chose aussi qui est quand même agréable en termes de design, c'est con, mais aussi on reconnaît que c'est un Samsung de par justement son Always On Display, qui a ses particularités. On peut même le personnaliser avec une petite image, et on a toujours le bouton Home qui est présent. C'est con, mais le fait qu'on l'ait toujours et le fait qu'on puisse le réveiller comme ça, c'est vachement agréable en fait. Et la plupart du temps, quand justement je veux regarder les notifications, c'est ce que j'ai tendance à faire. Et donc quand hop, je le déverrouille comme ceci, après j'ai la reconnaissance faciale qui va faire le reste. Donc c'est assez intéressant de ce point de vue-là. Globalement, c'est quelque chose que j'apprécie. En plus de ça, j'aime bien la couleur bleue qu'ils ont utilisée. C'est un espèce de bleu violacé, j'ai envie de dire, qui est très joli, qui reste assez discret, qui donne pour, selon les reflets, ça va être plus un côté un peu noir, un bleu extrêmement foncé. Et si vous êtes en pleine lumière, ce sera un bleu beaucoup plus violacé. Donc ça reste discret mais agréable. Au niveau de la surcouche, on est sur la version Samsung Experience 9.5 et la version Android 8.0. Donc, ce qui fait que je suis sur... donc là, au niveau du correctif, on n'est que sur septembre 2018. Alors pourtant, j'ai bien eu la mise à jour de novembre, la dernière mise à jour de novembre, mais il n'a pas été mis à jour. Donc là, c'est possible que 9.0 arrive bientôt. Pour l'instant, c'est surtout les S9 qui sont déployés, mais ça devrait arriver. N'hésitez pas aussi à aller regarder un petit œil sur One UI qui va arriver début d'année prochaine, normalement, quelque chose comme ça, et qui va complètement reposer l'interface des futurs Samsung, que ce soit S8, Note 8, S9, Note 9. Au niveau de la surcouche, alors, que dire réellement sur cette surcouche? Elle n'a pas réellement changé depuis le Note 8, c'est ainsi dire d'ailleurs la même, et il y a quelques petits changements. Donc tout d'abord, vous avez les raccourcis ici, avec bien sûr, vous en avez énormément, les notifications lumineuses. Donc c'est-à-dire qu'en gros, vous allez avoir la notification tout autour, avec une petite partie tout au-dessus. Totalement différente de ce que propose Android de base.
et vous n'avez pas de gestion de réponse rapide en fait quand la notification arrive. Vous avez ce système ici où vous allez pouvoir avoir vos contacts favoris, vos applications favorites. C'est pas quelque chose que je trouve personnellement intéressant, mais vous pouvez mettre pas mal de choses. Presse-papier latéral, donc tout ce que vous avez mis en copier-coller. Reminder, donc là c'est un petit peu tout ce que vous avez, voilà, de reminder tout simplement. Maintenance de l'appareil, voir si tout fonctionne et bien sûr vider la mémoire RAM, etc. Les tâches, donc réveil, etc. Ok, météo, outils rapides, ok, calendrier, Samsung Internet, avec les différentes choses que vous aurez épinglées, sport, finance, Samsung Member. Personnellement, je n'utilise jamais, donc ce qui fait que ça va être compliqué. Il y en a un autre que... Alors, je ne sais pas quand est-ce que je le peux... Alors, il arrive de temps en temps, Samsung Pay. Je pense que c'est quand il détecte... Je ne saurais pas vous dire en plus. Alors, est-ce que c'est peut-être parce que je n'ai pas la SIM? Mais normalement, en fait, ici, vous pouvez avoir un petit onglet qui peut apparaître là et c'est pour Samsung Pay. Alors, moi, il n'est pas configuré, mais ça peut être quelque chose d'intéressant. Vous avez la NFC, bien évidemment. Donc, voilà pour cette partie-là. Bien évidemment, au niveau de tout ce qui est... Bon, la photo, c'est quelque chose d'un peu classique. En fait, rien aussi là-dessus a changé. Donc, vous avez toujours le système de photo avec le mélange photo et screenshot. Donc, voilà. Donc, ce qui fait que c'est une première chose, d'ailleurs. Quand vous allez les enregistrer sur Google Photos, pour ceux qui l'utilisent, il va aussi enregistrer les screenshots. Chose à savoir. Vous avez Samsung Internet qui est plutôt efficace. Donc, ça, après, c'est une chose intéressante. Il est efficace, vous avez des extensions notamment, bloqueur de pub, et il remplace assez aisément Google Chrome. La seule grosse différence, c'est que Google Chrome propose une traduction automatique directement, alors que là, non. Après, qu'est-ce que je peux vous montrer? Et ça s'est quand même beaucoup simplifié. Vous avez toutes les applications Samsung un petit peu particulières. SmartThings, donc toute la partie un peu domotique de Samsung pour les objets connectés entre eux avec Bixby. Enregistreur vocal, email, mes fichiers, donc mes fichiers bien évidemment qui se montre comme ceci. Vous pouvez bien sûr mettre une carte SD, je l'avais énormément dit tout à l'heure. Samsung Health pour le côté sport justement, donc qui va permettre de gérer votre capteur cardiaque qui est ici, ou avec le bracelet, la partie gear en fait, avec le contrôle de pas. Vous avez ici aussi l'application pour la partie tout simplement les pas. Le shop de Samsung avec Fortnite qui est intégré, mais vous pouvez l'installer autrement. Et vous avez des apps qui peuvent être, comme ici par exemple, exclusivité. Si vous voulez bien, vous allez avoir des choses un peu sympathiques qui peuvent être proposées, que vous n'aurez pas forcément ailleurs. Ça peut être des applications spécifiques à Samsung, que Samsung a mis, mais qu'il n'a pas mis en fait sur ça directement, pour ne pas trop surcharger la surcouche. Donc ça peut être vidéo librairie, donc là je pense que c'est pour des codecs. Voilà, calculator, qu'est-ce qu'il peut y avoir? Après, il doit y avoir d'autres choses, mais ça peut être des choses que vous n'avez pas forcément en fait dans l'appareil pour l'alléger. Donc, par exemple, Samsung Music qui peut ne pas être présent. Vous avez aussi bien sûr les applications Google, j'en utilise beaucoup, donc il y en a plein qui sont au moins dans le dossier. Partenariat avec Microsoft, donc la partie bien évidemment avec Word, Excel, PowerPoint, OneDrive et LinkedIn aussi à qui ça appartient. Vous avez Samsung Pay, vous allez pouvoir gérer plusieurs cartes. Désolé, je suis fatigué, donc je vous avoue que c'est un peu compliqué d'être un petit peu cohérent quand je dis les choses. Vous avez Samsung Note qui est toujours présent, puisque bien évidemment, on a, hop, ici, le petit stylet. Donc ça va être intéressant aussi pour ça, mais pas forcément. Vous pouvez aussi faire des collages et autres. Vous avez pas mal de choses qui sont possibles. Et donc ça, par exemple, c'est ce que je peux faire quand l'écran est éteint. Donc dans l'idée, vous voulez noter quelque chose de rapidement. Voilà, et par exemple, vous pouvez le mettre dans le reminder, ça peut être des choses comme ça. Donc, voilà. Vous pouvez enregistrer plusieurs notes, en fait. Voilà. Tout simplement. Et après, ça va les enregistrer automatiquement dans Notes. Ça va être, donc, la fonction qui peut être intéressante, ça va être ça. Après, d'ailleurs, pour continuer avec le stylet, vous avez toujours ce système, vous allez l'ouvrir et vous aurez la partie ici avec le crayon. Vous pouvez créer une note, afficher les notes existantes, sélection intelligente, donc par exemple, de sélectionner, hop. Alors, hop, forcément, j'ai dû quitter, sélection intelligente. Non commercial, Voilà,
donc ça, ce qui fait que je vais avoir juste ça. On peut extraire le texte simplement, l'épingler à l'écran, avoir des choses intéressantes. On peut le définir aussi comme image à afficher lorsque l'écran est éteint et qui affiche juste l'heure. La capture, donc là on va pouvoir faire une capture libre. Message animé, donc ça va être quelque chose un petit gif en fait pour écrire, ça sert pas à grand chose, mais c'est fun 5 minutes. Voilà. Et on peut le faire en GIF, haute qualité ou qualité normale, ou même MP4. Voilà un peu pour cette partie-là. Vous avez aussi la traduction de texte. Donc, langue source. Allez, on va mettre langue source. Français. Et on va mettre en anglais. Donc, par exemple, si je fais galerie, il va me le mettre en anglais directement. Normalement, il est censé pouvoir faire du texte. Alors, normalement... bah tiens, on va le faire... Non, je sais où on va le faire. Aide-fille. On va la regarder. Par exemple, ici, si je fais ça... Impossible d'extraire le texte. Il n'arrive pas à le lire, malheureusement. Mais on va pouvoir faire indépendamment. Après, selon les sites, vous allez pouvoir extraire plus ou moins le texte. Alors, peut-être si je le fais là... Bon, en fait, en tout cas, on peut faire mot par mot. Après, sur les sites, on va pouvoir faire des sites complets. J'ai jamais réussi personnellement à traduire un paragraphe. Après, je dois être sûrement sur les sites où il faut pas. Mais enfin, bon. Voilà un petit peu. D'ailleurs, donc, pour montrer un peu la possibilité du stylet, donc, ce qui fait que vous avez le petit bouton. Cette fois-ci, vous avez le côté Bluetooth qui est présent pour quelques minutes d'autonomie. Donc, déjà, vous pouvez faire apparaître directement. Vous ne pouvez pas utiliser la fonction action aux applications sur cet écran. Ok. Et alors, par exemple, si vous avez la caméra, alors on va changer de mode, on va se remettre en normal. Et vous voulez faire un selfie, mais vous voulez le tenir loin. Donc, par exemple, pour un groupe filles avec plein de gens, et ben, vous pouvez le tenir loin. Et alors, le truc chiant, en fait, c'est que quand vous le tenez loin, vous avez peur d'être loin, en fait, et vous pouvez, en fait, le déclencher directement, en fait, en le tenant fermement et loin. Et vous allez pouvoir, hop, cliquer pour prendre la photo. C'est l'une des petites possibilités. Après, c'est surtout la principale possibilité qui est donnée en plus par rapport à ce que vous connaissez d'habitude avec le Galaxy Note. Après, j'ai pas vraiment d'autres choses à montrer, à part toujours... bien évidemment, il y a toujours les mêmes choses. On va avoir la partie qualité d'effet sonore qui est toujours aussi simple et agréable à utiliser. On a l'ajout du Dolby Atmos qui est présent et qui est très agréable. Même si pas forcément utile, mais qui peut être agréable selon les écouteurs que vous avez. Ça reste pas abusé. Vous avez toujours le convertisseur ultra haute qualité, l'amplificateur à tube pro qui a un petit effet supplémentaire, côté salle de concert. Vous avez Adapt Sound, si vous avez des problèmes par exemple de son, vous allez pouvoir soit le faire vous-même, soit avoir un modèle moins de 30 ans, entre 30 et 60 et plus de 60 ans. Et alors après, si vous avez des écouteurs particuliers que vous utilisez, ça va permettre aussi de rehausser pas mal de fréquences et en fait d'avoir un égaliseur pour avoir on va dire une neutralité qui va être bien meilleur. Donc c'est quelque chose qui peut être assez sympathique pour ceux qui veulent un égaliseur personnalisé pour quelque chose d'un juste équilibre en fait. Ensuite, on va dire qu'on a fait à peu près le tour. Aujourd'hui, Samsung a fait quelque chose d'assez bien parce que après vous avez plein de fonctions qui sont des paramètres. Je vais pas tous les détailler. Je vous conseille vraiment de regarder plus mon test complet du Note 8. Ça va être exactement la même chose. Vous n'aurez pas de différence. Globalement, ça s'améliore là-dessus. Le bouton Bixby ne sert toujours à rien. Vous voyez, je l'ai même pas utilisé. Ça ne sert à rien parce que je les trouve assez mal pensés. Et je préfère largement d'autres solutions, mais celle de Bixby ne m'intéresse pas. Donc ça va être une des choses à savoir. Mais la fluidité de l'appareil est vraiment bonne, la rapidité aussi, je le trouve vraiment agréable à l'utilisation. C'est fluide, c'est agréable, j'ai pas grand chose à dire, en plus c'est bien optimisé. Donc, que dire de plus si ce n'est que plus ça va, plus Samsung s'améliore. J'ai hâte de voir ce que va donner One UI, mais il faut avouer que pour le coup, il s'améliore réellement. Donc c'est quand même très agréable. Après, vive les 6 Go de RAM aussi. La surcouche de Samsung est lourde, mais pour le coup, c'est bien. D'avoir une surcouche qui est pour le coup bien maîtrisée. Au niveau de l'écran, on est toujours sur un écran 2K et au lieu d'être en 6.3 par rapport à notre suite, on va être en 6.4 pouces, donc légèrement mieux optimisé par rapport à la surface. Globalement, ça va être la même chose. Vous n'allez pas sentir la différence. On est toujours sur un écran AMOLED de qualité qui va être par défaut réglé en 1080p parce que c'est suffisant et ça va permettre au processeur et à la partie graphique de ne pas trop travailler. Donc ça permet que l'écran ne chauffe pas trop et que pour les jeux pareils puissent avoir le maximum
de performance. Après, vous pouvez changer. Si vous mettez directement en mode performance, il va ici passer en 2K et donner un maximum de performance. Est-ce que ça a un réel intérêt? Je ne suis pas sûr. Néanmoins, donc, ce qui fait que vous avez plusieurs types d'écran. L'affichage adaptatif en fait, ça va être selon le moment de la journée et surtout ce que vous verrez, ce que l'appareil captera en termes de couleurs, etc. Un petit peu comme le style True Tone, j'ai envie de vous dire. Mais ça va être intéressant justement pour, selon les moments, ce sera plus ou moins jaune, plus ou moins blanc, plus ou moins contrasté ou coloré. Par exemple, si vous êtes en plein soleil, il va booster à fond les couleurs, mais ça va consommer un peu plus. Le mieux, si vous voulez des couleurs réalistes en tout temps sur l'écran, ce sera le mode basique. Vous avez l'affichage adaptatif et vous pouvez choisir aussi par défaut sinon chaud ou froid de façon assez légère pour le chaud. Et les options avancées, vous allez pouvoir régler carrément, donc un petit peu, vous allez pouvoir régler en fait la force du vert, du rouge et du bleu, ce qui va influer un peu sur les couleurs, mais ça reste assez léger. Donc en mode basique, en tout cas, l'écran est très bien, un peu, à mon sens, un peu chaud, mais qui doit être proche de la réalité. Et qui fait qu'on aura tout simplement un écran qui sera très neutre, qui sera très proche de la réalité. Forcément aussi en termes, alors on va repartir ici, en termes de luminosité, on est sur quelque chose qui de base va être très peu lumineux et qui au maximum, vous aurez même droit à une puissance très forte de l'écran pour en condition de pleine lumière, vous le voyez correctement. Hop. Et en plus de ça, il va choisir les habitudes d'utilisation. Vous avez un filtre de lumière bleue qui peut être aussi vous aider, qui peut être plus ou moins présent. Donc voilà, ça peut être présent ou non, et ça peut être programmé du coucher au lever du soleil, ou ça peut être personnalisé. Donc la résolution, comme je vous disais, on peut être en WQHD, Full HD, voire HD, mais en HD ça se verra vraiment, ça fera baveux. Donc le mieux est en 1080p, c'est le meilleur des deux. Après, si vous voulez du 2K, vous l'avez, mais ce n'est pas forcément très utile. Voilà un petit peu pour cette partie-là. L'écran est quand même très agréable. On peut le voir, il est très beau et tout simplement, je l'apprécie parce que c'est tout simplement un très bon écran, il faut le dire. Donc, pas de souci de ce point de vue-là, vous serez comblé si vous cherchez un très bel écran avec des noirs très profonds, comme Samsung sait le faire. Pour le son, on est toujours avec du jack, et cette fois-ci, depuis le S9, le double parleur. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment bien, puisque le double parleur est vraiment puissant. Et je suis même assez étonné de sa puissance, si je vous montre un petit peu. On va aller chercher peut-être quelque chose d'un petit peu plus sympathique. Alors, on va aller chercher vraiment quelque chose de plus sympathique parce que là sinon ça va être chiant et ça va pas me permettre de montrer. Je découvre un peu l'album et je vais vous faire découvrir celui. Alors forcément, comme d'habitude, c'est via la caméra, mais ça permet de montrer un petit peu. Il est très puissant, il est de très bonne qualité. Après, on est sur du stéréo, c'est-à-dire ça va faire basse, médium et un peu aigu. Et ici, ça va faire médium et aigu. Ce qui est plutôt bien, c'est que ça fait un petit peu comme le Zenfone 5Z, c'est-à-dire qu'il y a plutôt un bon équilibre entre cette partie-là et cette partie-là, ce qui donne un rendu plutôt équilibré. C'est pas parfait, clairement, on sent que les basses sont tout en bas, mais le son est vraiment bon, et même si par exemple j'ai le Pixel 3 à côté qui est très bon et qui est un vrai double parleur, celui-là a l'avantage d'être plus performant, alors aussi il a un peu plus de place, mais il est plus performant, il sature pas, alors que celui du Pixel à haut volume il aura tendance à saturer, et en plus de ça il a de très belles basses, c'est plutôt clair, enfin la puissance dans un smartphone, un gros smartphone, est vraiment excellente. Donc je suis assez étonné des double parleurs, qui sont très bien maîtrisés et c'est très agréable. Donc vraiment une bonne chose. Alors petite chose supplémentaire, c'est qu'on a aussi le Dolby Atmos, et si je dis pas de conneries, parce que j'ai pas tendance forcément à utiliser au maximum les haut-parleurs, alors le son... Même un peu mieux, je trouve. C'est très agréable et c'est vraiment bien équilibré. On entend très clairement la voix ici qui est vraiment puissante.
et on a la guitare qui est ici. Donc forcément, c'est pas du vrai haut-parleur, genre deux vrais haut-parleurs, mais ils sont vraiment très puissants et de très bonne qualité. Autre chose maintenant, parlons de quelque chose de très intéressant pour moi, le jack. Et il y a un jack, et ouais, il y a jack. Oui, le jack est présent, et pareil, il est très bon. Alors cette fois-ci, ils ont décidé d'abandonner Cirrus Logic, qui était apparemment un partenaire depuis longtemps, pour aller ailleurs, et ils sont allés, alors, si je ne dis pas de bêtises, chez Maxim, avec le Max 98 512. C'est-à-dire qu'ils sont allés au même endroit que chez Oppo avec le Phoenix, mais qui n'ont pas pris le même DAC, ils ont pris un autre DAC, et ce qui fait que ça change un peu le son par rapport à l'habitude que j'ai d'avoir, en fait, en termes de son. C'est-à-dire que le son aura tendance à être un peu plus basseux, à être un petit peu moins neutre, comme on avait l'habitude de le voir, notamment avec le Note 8 et le S8, où là je trouvais que c'était neutre. Là, on est sur quelque chose d'un peu plus basseux. Donc, ça peut, pour ceux qui aiment les basses, les sous-basses notamment, vous allez apprécier parce que ça va être un petit peu boosté, mais ça reste globalement assez léger. Ça reste de très très bonne qualité, et en plus de ça, bah, clairement, c'est un des meilleurs smartphones en termes de son. Alors forcément, c'est pour, je sais pas exactement en termes de gros casques ce que ça peut valoir par rapport à d'autres audio haut de gamme, mais il se défend très bien, il est même parmi les meilleurs en termes de son, et ça, même avec du Maxim dedans, on ne peut pas lui enlever, il est vraiment très très bon. Donc ce qui fait que pour ceux qui veulent un smartphone très complet, très haut de gamme, avec un très bon son, vous serez servi avec ce Samsung qui a droit à sa prise jack, et qui lui résiste, et je l'espère encore longtemps, mais j'y crois de moins en moins malheureusement. Comme vous l'avez compris, on est sur la photo avec le double capteur photo de ce Note 9, qui est le même que le S9 et S9 Plus, notamment le S9 Plus. Donc ce qui fait qu'on a, vous l'avez compris, le capteur avec l'ouverture 1.5 ou 2.4 qui va s'adapter selon la situation, et le deuxième capteur, donc en x2, qui est de 12 mégapixels, les deux sont 12 mégapixels. On a un de vos capteurs, donc le même que le S9, mais qui est nouveau par rapport au Note 8. Par contre, le deuxième capteur, c'est exactement le même. Donc on est sur un très bon capteur. Il faut savoir que par rapport aux tests qui sont sortis lors de la sortie du téléphone, il y a eu deux nouvelles mises à jour. Une en octobre et une en novembre qui ont amélioré la photo. Clairement, par rapport à Note 9, ça n'aura strictement rien à voir. On aura des photos qui sont bien meilleures. Déjà, pour parler de l'application photo, on a le mode panorama, ok, le mode pro, qui, soit dit en passant, pour être très franc, de nuit, par exemple, ça n'aura strictement aucun intérêt. Les systèmes, les nouveaux algorithmes, un peu comme ce que propose Google, avec le fait de prendre beaucoup de photos et de les assembler pour avoir la meilleure photo, éclate complètement le mode pro que nous on peut faire. Donc, ce qui fait que ça n'aura rien à voir et ça n'aura que peu d'intérêt dans la réalité. On a le mode mise au point direct qui va utiliser le capteur, le deuxième capteur x2, qui lui est en ouverture 2.4 seulement, donc sera limité, il faudra être dans une bonne lumière, automatique. Vous avez le mode super ralenti, c'est-à-dire du 960 fps à, pendant 0,2 secondes, ou du 480 pendant 0,4 secondes, et qui est assez impressionnant. Le tout en 720p. Normalement, si vous regardez dans l'album photo en dessous, vous aurez toutes les vidéos, et c'est vraiment très impressionnant. Vous avez AR emoji et clairement on s'en fout, et vous avez les hyperlapse, donc timelapse, donc c'est-à-dire de prendre plusieurs secondes pour en faire qu'une seule, ou plusieurs minutes pour en faire qu'une seule, très rapide. Donc clairement, ça, pour faire simple, ça donne ça. On peut faire de la 4K 60 fps. Je vous mettrai le lien dans la vidéo. Normalement, c'est plutôt pas mal du tout. Après, je vous avoue que je ne l'ai pas encore fait alors que je devais le faire. Donc c'est un petit peu con, mais vous le verrez directement dans la vidéo. On est de toute façon sur du très bon. Il fait du HDR. Vous avez quelques petites choses ici si vous voulez. Mais il est très bon et au final très simple à utiliser. Ce qui est très impressionnant, c'est surtout que le nouvel algorithme qui a été fait par par Samsung, est vraiment très bon. Il va reproduire dans, allez, je dirais 97% des cas, parce qu'il faut donner une statistique au hasard, mais la scène la plus juste que j'ai vue de tous les smartphones que j'ai eu, c'est très impressionnant. Vous avez un optimiseur de scène, comme ce que vous avez un peu partout avec le mode IA, puisque vous avez une IA dans le processeur, donc il y a un processeur neural dédié à ça, qui va détecter les scènes. Et le but de détecter les scènes, ça va pas être de faire comme Honor et d'en foutre plein la vue au point de te décoller la rétine tellement le vert est d'un flashy extraordinaire, mais au contraire d'avoir la scène la plus juste possible. Et c'est vraiment impressionnant. J'ai pu avoir pendant les derniers jours avant ce test, avant le tournage de test,
le Google Pixel 3. Je vais essayer de sortir une vidéo, je ne suis pas sûr à l'heure actuelle de la sortir, mais pour avoir comparé, et je suis assez bluffé, je préfère et je trouve meilleur le Note 9 dans la plupart des conditions. Sauf le fameux mode nuit de Google qui, dans les endroits très sombres, sera meilleur car il récupérera beaucoup plus d'éclairage. Néanmoins, globalement, ce sera à peu près ce que vous voyez en mieux dans la réalité. C'est très détaillé. Pour de la nuit, par exemple, c'est très très détaillé. C'est vraiment impressionnant. D'ailleurs, sur la photo, vous voyez en gros un parking avec une maison à gauche et quelques arbres au fond. J'ai essayé de le faire en mode pro. Je n'ai pas réussi à faire mieux. Toutes les photos que je faisais en mode pro étaient carrément moins bonnes. Moins juste, en tout cas en termes des couleurs. Donc, ce qui fait que très clairement, le mode automatique de Samsung est impressionnant. Je suis vraiment bluffé de la qualité des photos et le détail et le naturel des photos. Je le trouve, alors, par rapport au Google Pixel 3, je le trouve plus détaillé et je le trouve plus naturel au niveau des photos, au niveau du traitement. Par contre, il aura un peu plus de grain généralement, le lissage étant un peu moindre, pour, je pense, récupérer un maximum de détails. C'est vraiment impressionnant de ce qu'il est capable de faire et j'adore tout simplement ce téléphone en photo. Il récupère un nombre de détails que j'aurais pas imaginé en fait. Et il est très au-dessus de ce qu'on peut trouver avec le Note 8. En fait, avec la mise à jour qu'il y a eu, on sent qu'il y a eu une grosse mise à jour de l'algorithme de Samsung pour prendre des photos. Et par rapport au S9, j'ai comparé avec une photo de nuit avec à la fois beaucoup d'éclairage et beaucoup de sombre en fait. Et il se trouve que le Samsung gère extrêmement bien la dynamique et permet de reproduire la scène comme ce qu'on la voit. Donc la dynamique est vraiment excellente, tout en ayant voilà, une très bonne gestion des lumières, une très bonne gestion des détails. Enfin, je ne sais pas exactement comment ils font, mais les photos que j'ai fait par exemple derrière chez moi, avec le bâtiment, avec le balcon, la finesse des détails, alors on sent qu'il y a des petits grains, que ça dépasse un petit peu, mais j'ai rarement vu plus fin en fait. Par exemple pour le balcon, pour les barres, j'ai rarement vu plus fin, j'ai rarement vu plus détaillé que ça, et la photo est instantanée. Le Pixel 3 à côté arrive à faire des photos qui sont bonnes, mais qui ont un traitement plus doux en fait, plus lissé et moins détaillé. Et ce qui fait que je ne m'y attendais pas en fait, je m'attendais vraiment à ce que le Pixel 3 fasse mieux. Ce n'est pas le cas. Donc, ce Samsung Galaxy Note 9 est pour moi le meilleur photophone à l'heure actuelle de 2018. Alors, j'ai pas pu les comparer en direct, bien évidemment, mais pour les photos que j'ai vues, le Mate 20 Pro, pareil, au final, il est égal à ce qu'est capable un Huawei. Beaucoup de promesses, et au final, dans la réalité, c'est pas si fou que ça. Il aura l'avantage surtout d'avoir le zoom x3 qui est sans perte, ou zoom x5, je sais plus. Mais le Samsung, en termes de détail, en termes de finesse, en termes de justesse de scène, globalement, il est très bon. Là, on va perdre un petit peu et que le Pixel 3 récupère un petit peu, c'est que sur les bords des images, ça aura tendance à avoir un côté un peu plus flou. Mais dans le centre de l'image, c'est juste très, très, très bon. C'est impressionnant. Et en plus de ça, ce qui est le plus impressionnant, par exemple, c'est sur les scènes extrêmement dynamiques, c'est-à-dire le soir. Je ne sais pas si à ce moment-là, je passe le manège ou pas, mais le soir, donc il y a un manège avec des lumières qui sont assez puissantes quand même. Et quand vous prenez la photo, clairement, le capteur, il n'arrive pas à gérer une si bonne dynamique. Et les lumières sont un peu grosses, en fait, parce qu'elles sont trop fortes pour lui. Et quand vous prenez la photo, vous regardez la photo, c'est juste. Il a réussi à gérer les lumières tout en ayant quelque chose de très juste. Enfin, c'est juste magnifique. Et en fait, les photos ne sont pas là pour faire un waouh, mais elles sont waouh parce que les photos sont super justes, en fait, et très détaillées, quelles que soient les photos que vous prenez. C'est très compliqué de rater une photo, et surtout, c'est très impressionnant tout ce qu'il arrive à faire en termes de justesse, quoi. Je suis bluffé. Je suis réellement bluffé par les photos, tout simplement, j'ai juste à sortir le téléphone, je fais une photo, paf, c'est bon. Alors, c'est le cas pour d'autres, c'est le cas aussi pour le Pixel, mais la qualité et la finesse des photos m'impressionnent réellement. Il y a, dans les algorithmes que Samsung a développés après la sortie du Note 9, il y a un changement qui est juste énorme et qui fait que je suis admiratif de ce qu'a fait Samsung, réellement. Donc voilà un petit peu pour cette partie photo. Je vous conseille l'album sur Google Photos pour voir un peu toutes les photos que j'ai prises, mais c'est vraiment le meilleur photophone à mon sens de cette année. Même meilleur que le Pixel 3, et en plus de ça,
avec des modes très complets. Au niveau de l'autonomie, donc on est maintenant sur une batterie de 4000 mAh, l'une des plus grosses avancées pour le coup de Samsung en termes d'autonomie, c'est bien ça. On est passé d'une batterie de 3300 à 4000, c'est un très gros changement pour le coup, avec les déboires du Note 7, pour ceux qui s'en souviennent. Donc c'est quand même une bonne chose, surtout que ça fait normalement 500 de plus que le S9 Plus, et c'est quand même très agréable. En gros, globalement, l'autonomie est très variable. Selon l'utilisation que vous allez avoir, que ce soit un peu photo, que ça va être plus vidéo, que ça va être diverses choses en fait, vous allez avoir une autonomie qui va être très large. Sur un Wi-Fi et sur... Alors en plus de ça, avec mon utilisation 1 jour et 8 heures, donc ce qui fait que ça fait 32 heures, j'ai fait 7h30 écran allumé. C'est pas le meilleur, clairement, on va le dire tout de suite, c'est loin d'être le meilleur, il y a bien mieux ailleurs, mais il se défend bien. Il faut savoir que Samsung n'est clairement pas le mieux en termes d'optimisation d'autonomie, on le voit surtout avec le S9 et ses 3000 qui donnent clairement une autonomie très limitée, pour beaucoup en tout cas s'en plaignent, mais là pour le coup, pour ce Note 9, c'est vraiment bien optimisé. C'est peut-être un peu moins bien que le Mate 20 Pro, mais il faudra que je l'ai, quand je le teste en fait, que je puisse comparer. Néanmoins, donc déjà je fais 7h34 avec une nuit où il a perdu 4%, donc ça fait pas beaucoup. C'est plutôt correct, surtout que j'ai Alexa en fond et j'ai beaucoup de choses en fond en fait en termes de réseaux sociaux, et ce qui fait que ça va consommer beaucoup. Globalement, dites-vous bien que vous allez passer entre le pire que j'ai eu, c'est 6 heures. J'avais fait beaucoup de photos ce jour-là, alors forcément ça consomme un peu, mais 6 heures. La plupart des smartphones, pour moi, ne consomment pas autant. Je pense qu'il y a une grosse gestion derrière en termes de processeur sur la photo, ce qui fait que ça peut partir assez vite. Le mieux que j'ai fait jusqu'à maintenant, c'est 8h30, 9h. En gros, après, bon, je devais recharger avec le taf, mais en gros, je pouvais facilement atteindre les 8h30, 9h. On va dire les 8h en 4G, et on peut atteindre les 9h sur une seule journée avec ce Samsung. Après, je fais beaucoup de jeux par exemple aussi à côté. Ça peut être diverses choses, donc ce qui fait que l'autonomie peut vraiment beaucoup influencer chez Samsung. Et je vais vous montrer pour un autre exemple pourquoi ça influence autant via les benchmarks. Parce qu'il y a une gestion assez particulière du processeur. Au niveau du processeur, on est sur l'Exynos 9810. Donc bon, maintenant le 9820 arrive, néanmoins c'est le plus puissant de chez Samsung. Il a, en termes, on est sur du octo-cœur avec 4 cœurs à 1,9, alors il est mis 1,8 sur Geekbench, 4 cœurs 1,9 GHz en Cortex A55, les remplaçants des A53, et 4 cœurs à 2, alors ils disent 9, mais normalement c'est 2,8 sur ce Samsung, en Mangouze M3. Donc en fait, en gros, c'est une version modifiée, très fortement modifiée des Cortex A75, qui sont beaucoup plus performants. Pour la partie processeur graphique, on est sur un G72 MP18, donc très puissant, pour le coup très gros, et on est sur du 10 nanomètres en termes de finesse de gravure, pour le principal. Ce qui fait que, en termes de score, on va avoir un score qui va être très atypique, puisque par exemple le Snapdragon 845, lui avec des versions modifiées des cœurs, ont tendance à baisser les gros cœurs et augmenter les petits cœurs en termes de puissance. Donc ce fait qu'on a 2500 en simple cœur pour le Snapdragon 845. Et en gros ça va être la même génération sur laquelle ils ont travaillé, mais chacun ont joué une chose totalement différente. Samsung préfère mettre des très gros cœurs avec des Cortex A55, pas trop modifiés pour le coup, puisqu'on va faire un score de 3745, là où par exemple l'iPhone 10 avec le Cortex, les Apple A11 et A12 vont être aux alentours des 5000 si je ne fais pas de bêtises, donc c'est encore plus puissant et moins utilisé parce que extrêmement puissant, donc va être utilisé pour des tâches très lourdes. Ici Samsung en gros va être un peu à cheval entre ses iPhones et le Snapdragon 845. Donc c'est extrêmement performant, extrêmement puissant, donc pour des tâches très lourdes, il aura l'avantage par rapport au Snapdragon 845 qui va être plus bridé. Le score total est de 9136. Le meilleur score que j'ai vu, c'est actuellement le Zenfone 5Z qui ne limitait pas grand chose, avec 9000 points. Donc globalement, c'est très proche. Donc en gros, il doit y avoir les Cortex A55 qui sont un peu plus limités, mais les gros cœurs beaucoup plus performants. En plus de ça, il utilise le gouverneur Shed Util, qui est un gouverneur particulier qui, pour le coup, va faire le lien avec Simple Throttle, qui a une chose très particulière au niveau de la gestion des performances. Et je vous en parle tout de suite. Alors, je vais montrer un début de test pour montrer un petit peu. Alors, la gestion est très particulière pour le coup. Donc, en gros, on est sur le système par défaut. On peut voir que le processeur va s'adapter. Il va pas donner pleine puissance. On est qu'à 91 Go IPS. Donc, ce qui fait que c'est pas très puissant, puisque par exemple, par l'UX20 qui date un petit peu est à 60. En comparaison aussi, le Kirin 970, quand il tourne, c'est à peu près dans ces eaux-là. Donc, c'est pas très performant et on voit, il bouge beaucoup. Et le truc, c'est que là, je l'ai mis par défaut. Si je le relance,
On va modifier une chose, le nombre de flat, donc le nombre de choses à lancer en même temps. Je vais mettre 100, donc c'est, alors pas 400 quand même, mais 100 déjà, et on va voir une grosse différence. Donc là, vous voyez, on était à 95 en moyenne, le max 110. Et là, normalement, s'il fait bien les choses, on va voir, tout d'un coup, il va être beaucoup plus puissant, puisqu'il va être à 164 Giga-IPS. Ce qui fait que c'est beaucoup plus performant. Et c'est assez marrant, en fait, de voir une telle différence. Et vous voyez, il est même pas encore à fond, puisque là, il est 1,7 et 1,80. Donc les petits cœurs sont à fond, et les gros cœurs, eux, ne sont toujours pas à fond. Ils sont limités à 1,7. Donc on n'est même pas à pleine puissance. Si maintenant, je modifie encore. On va le mettre à 400, donc là, ça va faire très très gros. On va voir comment il va le gérer. Alors, hop, je me perds. On va mettre, non, on va mettre 200. Alors, on peut le mettre que... Oh, donc là, on est à 100. Donc, c'est-à-dire que là, mais avec le nombre de flats que l'on a, on peut même pas le voir à quelle puissance on est réellement. Globalement, il va bien le gérer. Il va pas trop chauffer en plus de ça, parce que justement, comme vous pouvez voir, bah, en fait, en réalité, il tourne pas à fond ici. Il reste limité. Et on est qu'à, en gros, aux alentours des 160. Il va très bien gérer les performances. Il va pas trop chauffer. J'ai plus le screen, mais clairement, il n'y a pas de souci de ce point de vue-là. Il va très bien gérer. Et par contre, il a une gestion très... il va beaucoup bouger, il sera jamais stable. Là où un Snapdragon 845 sera stable tout le long et va descendre au fur et à mesure, ou va se couper à un moment donné, comme ce qu'on peut le voir, ce que j'ai vu sur un Pocophone, où en gros, il va descendre d'un coup et se limiter en fait à une certaine fréquence pour limiter la température. Ici, vous pouvez voir, ça bouge énormément, donc après ça va remonter. Bon là, ça bouge beaucoup, pourtant il est assez froid, donc... Et là, d'un coup, ça remonte. Donc ça a l'air très particulier en termes de gestion, et ça a l'air très dynamique. Il faut savoir que Samsung a tendance à gérer ça. Mais là, c'est très intéressant de ce point de vue-là, et ça aura tendance à bouger beaucoup comme ceci. C'est la gestion de Samsung qui est comme ça. Là, en tout cas, les 100 ne sont pas suffisants pour le faire tourner à fond, comme on peut le voir. Et on peut voir que les gros processeurs vont beaucoup bouger en termes de fréquence, et c'est ce qui influe sur la courbe de façon importante. Mais globalement, ça va être bien géré, les 8 cœurs vont rester actifs du test que j'avais fait, donc pas de soucis de ce point de vue-là. Voilà. Après, on peut voir, ça bouge beaucoup. J'ai pas grand chose de plus à dire sur ce test, mais ça permet de montrer qu'en gros, on peut même pas tester à fond avec cette application, on peut même pas tester à fond le processeur réellement. Et ça va tout le temps jouer comme ça, et globalement, il va rester aux alentours des 80%. Pour GFX Bench, on va avoir donc un score assez intéressant, puisque au maximum, il va être à 2700, et au bout de presque 20 minutes, il va tomber. Alors déjà, au bout d'un quart d'heure, il va perdre 100 frames, et au bout de 17 minutes, en gros, il va tomber à 1554. Ce qu'on peut faire, par exemple, sur un Honor 10. Sachant que là, on tourne, s'il veut bien, on tourne en 1080p. Donc, il va descendre et se stabiliser à 1554 pour limiter la température et la puissance. Pour rappel, alors si tu veux bien remonter, s'il te plaît, on est sur un Mali G72 en MP18, donc un gros processeur. Et pour le coup, là où Samsung a tendance à réellement limiter fortement la puissance dès le départ du processeur graphique, par exemple le S8, c'était à 600, quelque chose comme ça, donc c'est vraiment pas performant pour le coup. Et ben là, c'est quand même 1500, donc il y a un gros gap en termes de gestion des performances. Sur le dernier benchmark, on va faire plus simplement, on est sur un Mali G72 MP18, donc 18 cœurs, qui est un gros cœur pour le coup, si je dis pas de bêtises. Le Kirin 980 sur du G73, mais je sais plus combien. Bref, en tout cas, c'est plutôt puissant. On va regarder le score, donc là à 1559, mais pour être plus précis, on peut regarder ici, donc on commence à 2700 frames, on va tomber à 2600, et pour tomber au final au plus bas à 1554. Donc, vous pouvez voir la courbe ici. Donc, en gros, il va tomber déjà, hop, il va tomber au bout d'environ 13 minutes à 2600 et à 17 minutes, il va tomber à 1554. Donc, il tient quand même pas mal de temps. Une bonne petite partie de PUBG ou de Fortnite permettra de gérer justement cette partie-là. On peut voir dans le même temps que la courbe, en fait, quand justement il va descendre les performances, ça va permettre de gagner un peu en termes d'autonomie. On peut voir que la courbe n'est pas droite comme ce qu'on peut voir d'habitude, par exemple, avec les Qualcomm. Mais là, on a tendance un petit peu à moins consommer, tout simplement. Et tout ça pour une autonomie quand même de 3 heures. Donc c'est plutôt pas mal pour un haut de gamme, parce qu'en général, ça a plus aux alentours des 2 heures. Donc ça veut dire que c'est plutôt bien géré, justement, pour ne pas trop impacter l'autonomie. Et si on compare, alors forcément, avec tous les petits smartphones, on va aller chercher
On va faire autant que, par exemple, le S7 actif qui avait une grosse batterie. Le Note 8 en Snapdragon 835 fait autant. Donc ça, intéressant à savoir. Ah, Zuc Z2 Plus, mon Zuc, il est là. Le Note 8 encore ici, on en a un deuxième. Qu'est-ce qu'on a de récent? Le S9, bah pareil, il fait 170 minutes. Ah, il fait à peu près autant. Donc ils ont dû avoir une limite d'autonomie de 180 minutes. Nokia 9. D'accord, le Nokia 9 ici. Ok. Le Note Edge, c'est trop vieux. Là, le S8 en Mali G71, il fait un peu moins bien. Donc ils font attention quand même à l'autonomie. Si on descend un petit peu, qu'est-ce qu'on va voir? Note 4, on s'en fout. L'iPhone 7 Plus, par exemple, 138 minutes, forcément c'est petit. Le 6S Plus aussi, ça fait moins, 137 minutes. Le S9 Plus en Snapdragon 845 fait 132 minutes. Donc là, ça fait peu. Hop, si on continue à descendre, iPhone 7, ok. Meizu Pro 7 édition qui est en dessous aussi. Là, après, on est à très peu, mais là, ça va être autre chose. Qu'est-ce qu'on va voir un peu au-dessus? Le S8 Plus qui lui arrive à faire mieux. Le Note 7 qui arrive à faire mieux aussi, 220 minutes. Pauvre Note 7. Alors, Mi Mix 2 qui en Snapdragon 835 fait 229 minutes, donc mieux aussi, consommait moins. iPad Pro, c'est un peu hors sujet. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre un peu plus, qui arrive à tenir plus? Le S9, 245 minutes. Il y a des choses bizarres quand même sur ce test, parce que le S9, il a une toute petite batterie, donc ça va être très limité, par exemple. Alors, on va regarder le S9. Alors, ah oui, il se limite à 853. Voilà la fameuse limitation dont je vous parlais. Comme le Note 9 a une très grosse batterie de 4000 mAh, il va moins limiter. Là, on est à 2 fois moins, donc c'est assez intéressant à savoir. Là, on fait 82% de moins, mais forcément, l'autonomie s'en trouve très impactée. Donc c'est intéressant que Samsung adapte bien et ne laisse pas à fond les performances. 900 frames, c'est très largement suffisant. Mais c'est-à-dire que tous les cœurs ne sont pas actifs. Alors, si on parlait de Fortnite, vous savez, Fortnite, c'est un jeu qui n'est pas très très connu, qui en plus de ça, qui n'est pas du tout en exclusivité sur les Samsung, enfin, qui a été en courte exclusivité. Bref, donc, ce qui fait qu'on se retrouve sur du Fortnite de qualité. Et on va aller regarder un petit peu ce que j'arrive à faire en mobile. Donc forcément, il a été optimisé, sachant que Samsung a voulu l'exclusivité un petit peu pour ça, histoire de faire, regardez, nous on est gamer un peu. Donc on va aller regarder ça un petit peu, on va aller boire nos petites potions. On a droit à un petit... Je vais pas faire toute la partie, mais histoire qu'il y ait au moins un ou deux fights. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de Fortnite en plus, et je reprends sur mobile. C'est moche. Je vais pas m'emmerder, j'ai pas envie de chercher les coffres de partout. Ah, quoique, il doit être ici en dessous, allez. On y va. Alors, déjà, ça en fait, ça valait le coup. Histoire de bien s'équiper. Je suis un excellent gamer de fou, je vous vends du rêve. Il va falloir que j'occupe. Alors forcément, on est sur du haut de gamme, les jeux vont tourner parfaitement. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. On fera juste du Fortnite, histoire de... Parce qu'il est en fait assez tard. Et bon, après, vous imaginez bien que PUBG tourne à la perfection sur un téléphone très haut de gamme. Putain, ça se bat. Putain, mais tire, connard. J'arrive pas à jouer au tactile, c'est abusé. Ça, c'est fait et je recharge. Alors, au moins, vous aurez eu au moins un fight. Alors. On va essayer de le buter. Et il y a mon chat qui me perturbe. Bon, je suis pas très très bon parce que là j'aurais dû le niquer facilement. Oh là là, je suis naze, j'arrive pas du tout à jouer, c'est horrible. Oh, c'est pas terrible en termes de fight. Hein. Je suis perdu avec les commandes. Comme ça. Ah, j'arrive pas. Putain, c'est relou.
J'arrive pas à viser en fait. Le tactile est trop imprécis alors que la manette j'arriverai à faire les deux, mais là j'ai clairement pas la manette. Et c'est chiant et je suis obligé de le courser parce que j'arrive pas à viser. Putain, il est où ce bâtard? Eh ce bâtard! Putain, il est barré où? Ok, bah je l'ai perdu de vue. Hein. Ça se trouve en plus il doit pas être lent, mais... Putain, où est-ce qu'il s'est barré? Oh non. Bon, de toute façon, on va pas aller plus loin, mais ça permet de voir un petit peu que Fortnite tourne très bien, de façon très fluide, et que je ne sais absolument pas viser au tactile sur Fortnite. Allez. Alors, que penser de ce Galaxy Note 9? Eh bien, tout simplement, c'est un Note 8 qui a été très largement amélioré. Tout d'abord la batterie, puisque beaucoup se plaignaient. Alors moi, j'étais pas le plus à plaindre, mais clairement, pour un Note, c'était un peu moyen. On était sur du 6 heures, c'était correct, mais un Note, c'est censé faire plus, surtout une grande tablette, et puis surtout de chez Samsung. Donc Samsung a écouté ses utilisateurs clairement et a mis, alors avec plus d'épaisseur, mais a mis une plus grosse batterie. Et c'est quand même vachement agréable. Donc globalement, j'ai pas vraiment grand chose à lui reprocher. On peut quand même dire la caméra selfie est un petit peu limitée, j'en ai pas forcément parlé, mais elle est moins bien que ce que propose un excellent Pixel par exemple, qui est indétrônable de ce point de vue-là. Vous avez le stylet qui alors apporte des petits ajouts, ça peut être intéressant rapidement, mais ce sera pas la chose la plus incroyable. Il faut rappeler aussi que le stylet n'est pas indispensable. C'est un très bon smartphone avec la possibilité d'utiliser un stylet. Elle n'est pas là pour être utilisée tout le temps, mais il peut être utile pour dessiner un schéma, expliquer quelque chose, prendre des notes rapidement, ou changer, ou dessiner même, qui peut faire des dessins juste incroyables. C'est ce que j'avais vu sur le Note 8 avec l'application Pen, justement, qui est vraiment excellente de ce point de vue-là. C'est vraiment génial. C'est un smartphone qui, alors, ce qui est bien déjà, c'est qu'il n'a pas d'encoche. Par contre, il a gardé un peu la même chose. Alors forcément, face à un iPhone XS, forcément, il y a un petit peu plus de bords, mais globalement, c'est bien optimisé. C'est quand même vachement agréable. Et globalement, il n'aura pas de réel défaut, en fait. En fait, à mon sens, dans l'utilisation, quel est son plus grand défaut? Alors déjà, il peut être grand pour beaucoup de monde. Ça, c'est une première chose. C'est vraiment le... Il y a deux choses. Ça peut être grand. Et ça peut être aussi, le plus gros souci, c'est son déverrouillage. Il est vraiment lent à déverrouiller, et c'est vraiment la chose qui est dommage. Hop, s'il veut bien. Non, il veut pas. Voilà, vous voyez, c'est vraiment long. Alors là, je suis en train de télécharger aussi, je n'ai pas encore fait la partie jeu, mais il est vraiment long en fait à déverrouiller, que ce soit au lecteur d'empreintes, là où ça va être vraiment très instantané, notamment sur les Honor même, milieu de gamme. Et là, c'est vraiment long, et même le déverrouillage facial est vraiment long aussi, alors que pourtant il est en version plus rapide. Donc c'est pas quelque chose qui... C'est vraiment son défaut, et le problème c'est que par contre c'est un défaut qui n'est pas normal. Alors d'un côté ça a toujours été normal parce que Samsung a toujours été en retard clairement sur ce point, et ça se confirme toujours, et c'est dommage parce que aujourd'hui c'est son seul réel défaut, avec, pour beaucoup en tout cas, qui se plaignent. Moi j'ai eu le Note 8 3 mois et j'ai pas eu de soucis. Les notes sont en général mieux optimisées, mais clairement, en fait, après, c'est pas le suivi en lui-même, mais c'est l'utilisation dans le temps. Donc, au bout d'un an, ça peut ramer. Alors, c'est plus les problèmes des S9 que les notes. Les notes sont mieux optimisées en général, et aussi parce qu'ils ont plus de RAM, ça aide aussi. Mais après, je pense pas qu'il y ait de soucis sur les Galaxy Note, mais en général, c'est l'un des plus gros défauts des Samsung, c'est que dans le temps, le système s'encrasse en fait. Alors, ça a l'air d'être de moins en moins le cas. Mais dans le doute, on ne sait jamais. En plus de ça, il va y avoir One UI qui va arriver. Donc pour ceux qui avaient vu mon live pour l'annonce du Galaxy flexible, vous savez de quoi je parle. Sinon, n'hésitez pas à aller regarder One UI Samsung. Vous aurez plein d'articles qui vous montrent et qui est en plus de ça très intéressant en termes d'ergonomie. Et les Note 8, S8, S9 et Note 9 y auront droit. C'est un smartphone qui... comme je vous dis, après, là où c'est plus des détails en fait où l'appareil est problématique. C'est aussi le fait qu'on est très loin de ce que propose Google en termes d'expérience, mais c'est aussi un choix. Le problème aussi, c'est Bixby qui est toujours aussi inutile, c'est incroyable. Le bouton est beaucoup plus chiant qu'autre chose. En fait, le bouton est clairement là pour dire appuie dessus, vas-y, appuie, vas-y, appuie. Tu veux changer le volume? Appuie, je te dis. Et tu vas avoir un Bixby de merde. Et c'est vraiment chiant. En plus de ça, on peut pas le désactiver, on peut pas le remplacer par une autre application. Bref, c'est obligatoire. C'est comme le LG G7 qui a voulu faire la même chose et ça ne sert à rien. Clairement. À la limite, par exemple, ce que propose Google avec le système de pression, c'est intéressant. Mais encore une fois, c'est pas vraiment utile. Moi, je n'utilise pas les assistants globalement. Et Bixby, en plus de ça, est assez mal pensé. Il faudra peut-être voir avec One UI comment c'est fait. Mais clairement, ce n'est pas aussi agréable là où, par exemple,
Google va aller chercher plus des informations, des news. C'est là qui est intéressant. Là où Samsung va aller plus vendre. Alors vous avez fait tant de pas, vous avez tel level sur Bixby parce qu'on peut avoir des points d'expérience sur Bixby, ça n'a strictement aucun intérêt. Ça, en fait, dans l'idée, ça va essayer de nous captiver pour essayer d'avoir de l'expérience, mais ça ne sert à rien. Ça ne va pas retenir l'utilisateur. L'utilisateur, ce qu'il va vouloir, c'est quelque chose de simple à utiliser et surtout qui va être réellement intéressant dans le sens où bah, ça va être les news, ça va être la météo et accessoirement les rendez-vous. Et après, on s'en fout en fait du reste. Et le problème, c'est que on a par exemple Samsung Update qui est génial, mais qui va être un petit peu plus noyé dans la masse et qui devrait être par défaut en fait. On devrait avoir ça directement à gauche, Samsung Update qui va prendre la main et après bah, vous avez d'autres choses encore en dessous, mais Samsung Update devrait être directement la météo, Samsung Update et on fait défiler les news et après je sais pas autre chose, mais clairement ça devrait être beaucoup plus ça et ce serait beaucoup plus intéressant. Là ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas du tout et le bouton ne sert à rien. Et c'est au final, ouais, bah, ces deux défauts-là, en fait. L'appareil photo, il est juste incroyable. Il est très largement au-dessus de ce que propose actuellement le S9. On faudra voir avec Android Pie, ça devrait être la même chose ensuite. L'algorithme qu'a fait Samsung en octobre et novembre est juste incroyable. La différence entre le S9 et le Note 9, c'est juste fou. Que ce soit sur la dynamique, qui n'a strictement plus rien à voir, la gestion des couleurs, les détails de nuit, comme de jour d'ailleurs. Enfin, c'est assez fou en fait, c'est vraiment très fou. Et ce qui fait que par rapport au Pixel 3, où j'en attendais plus que le Samsung en fait, que je trouvais déjà vraiment fou, et ben je me rends compte en fait, et je me rends compte que c'est suite à cette mise à jour, pour le coup, il lui tient tête. Alors ensuite après, la photo c'est subjectif, soyons d'accord, mais clairement pour moi qui recherche le plus proche de la réalité et le maximum de détails, c'est clairement pour moi les deux points essentiels. Le Note 9, c'est son principal avantage. Là où le Pixel aura un côté un petit peu plus waouh, un petit peu plus saturé, un traitement un peu différent. Mais globalement, en fait, ils sont à peu près équivalents. En fait, moi, je préfère le Note 9, donc je veux dire que le Note 9 est meilleur. Et à mon sens, ça l'est en termes de justesse des couleurs, de justesse des scènes. Enfin, c'est impressionnant. Là où le Pixel aura tendance un rendu un poil plus fantaisiste, en fait. C'est ça aussi, ce qui fait que je préfère personnellement le Note 9. Mais les deux sont très très bons et Samsung, avec son algorithme, a rattrapé entre guillemets un retard par rapport à l'excellent Pixel qui était indétrônable déjà, même le Pixel 2. Bah là, ils ont fait un travail de fou pour se rendre, dire, regardez, nous aussi on sait faire d'excellentes photos comme les Pixels. C'est ça, et limite ça veut dire, regardez, nous en plus de ça, vous avez des photos incroyables qui ressemblent exactement à ce que vous avez en face de vous. Et c'est assez fou, c'est vraiment fou. Donc ce qui fait que ce Note 9, j'ai pas vraiment grand chose à lui reprocher. En plus de ça, c'est l'un des rares haut de gamme qui a encore une prise jack de très bonne qualité en plus de ça et un port SD. Et en plus de ça, on peut en mettre 512 Go. C'est pas mal quand même. Ce qui fait que clairement, c'est en fait, le Note 9, c'est le haut de gamme de vous avez tout. Vous avez tout dessus. Le capteur d'iris pour ceux qui veulent quelque chose de très sécurisé. La reconnaissance faciale classique pour ceux qui veulent quelque chose de reconnaissance de visage. Le lecteur d'empreintes, malheureusement, ça manque de rapidité sur les trois. Il faudrait que Samsung donne plus de rapidité, clairement, à ces trois systèmes-là. C'est clairement ça qu'il faut régler aujourd'hui en priorité pour le rendre, je dirais, parfait. Le Note 9 est très proche de la réelle perfection, à mon sens. Alors après, c'est subjectif, mais il a tout, en fait. Et j'adore ce smartphone. Clairement, je l'adore. Et tout simplement, il efface, comme ce que faisait du S6 ou S7, il efface tous les défauts qu'avait le Note 8. Donc c'est vraiment très fort. Donc comme d'habitude, j'adore les produits Samsung, mais les Galaxy Note 9 j'ai toujours adoré et parce que ils sont totalement dans ma philosophie en termes de pensée. Et voilà, c'est continu et ils s'améliorent de plus en plus avec vraiment très peu de défauts. Petit point pour terminer, pour ceux qui sont intéressés par la charge sans fil. Il faut savoir que le Google Pixel Stand a une charge rapide de 10 watts. J'ai testé le Samsung dessus, la charge rapide en 10 watts ne fonctionne pas, elle ne sera qu'en 5 watts, donc ce sera très long. Voilà, petite parenthèse pour finir. Sur ce, je vous dis à bientôt. Si vous êtes arrivé au bout de cette vidéo, n'hésitez pas à partager, etc. Si vous avez vraiment apprécié la vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire si vous voulez la commenter, si vous avez des questions ou quoi que ce soit. Et n'hésitez pas aussi à passer par le lien pour que ça me rapporte de l'argent. Argent! Non mais en réalité, ça me permet une petite commission pour ceux qui achètent sur le lien. Merci à vous et à bientôt pour un prochain test sur Teknoid.